L'autosuffisance en riz, c'est le défi de l'Afrique de l'Ouest. L'espoir est aujourd'hui permis. Cette denrée alimentaire connaît un véritable essor. Le riz est en passe de devenir le premier aliment de base dans une grande majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Si le riz se retrouve dans les plats quotidiens, il trouve enfin une place importante dans les politiques économiques et agricoles des différents pays. Le riz représente alors un enjeu stratégique énorme. D'ici 2020, la demande de riz en Afrique de l'Ouest va se situer entre 21 et 25 millions de tonnes. Une question se pose. Comment l'Afrique de l'Ouest va-t-elle augmenter la production régionale de riz? Et cela de façon durable. C'est le défi des prochaines années. L'autosuffisance est devenue une priorité dans les agendas politiques. L'Afrique de l'Ouest reste encore un des plus grands importateurs de riz au monde. Près de 40% de ses besoins sont importés principalement d'Asie, l'Inde et la Thaïlande en particulier. Les volumes d'achat de riz importé influencent le déficit de la balance commerciale des États. Si le déficit rizicole reste encore très important, la situation évolue. Au Sénégal, le président de la République a lancé un vaste programme. L'objectif est clair, l'autosuffisance en riz pour 2017. Petit aperçu en quelques chiffres. La consommation nationale en riz dépasse le 1 million de tonnes, un chiffre en augmentation chaque année. Cela représente par jour une consommation de 2200 tonnes de riz. Le Sénégal consomme beaucoup de riz. Nous sommes l'un des pays mondiaux qui consomme le plus de riz par tête d'habitant, en moyenne 90 kg par Sénégalais par an, donc c'est énorme. Donc c'est un produit extrêmement sensible. Le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir également une pénurie dans ce produit-là. Mais en même temps, nous avons engagé un vaste programme donc, du président de la République sur la production du riz, parce que nous avons l'objectif d'avoir une autosuffisance en riz dans une échéance précise. Et donc nous travaillons donc, sur ces deux leviers, la promotion du produit local, mais également aussi assurer la sécurité de notre consommateur. 1 600 000 tonnes de riz paddy, soit un peu plus d'1 million de tonnes de riz blanc de qualité. C'est l'objectif que s'est fixé le Sénégal. C'est ambitieux. La production nationale représentait à peine 25 à 30% des besoins. Le pays importait et importe encore d'énormes quantités de riz. Du riz brisé de très mauvaise qualité. Pour atteindre une production nationale de 1 600 000 tonnes de riz paddy, les autorités ont investi. On a emblavé des nouvelles terres, du matériel a été acheté comme des moissonneuses-batteuses et des tracteurs. Un fonds de commercialisation de 5 milliards de francs CFA a été doté. Les organisations paysannes et les autres acteurs de la filière le reconnaissent. L'État s'est vraiment engagé. Il a multiplié les efforts. Avec ce gouvernement-là, la volonté politique qui s'affiche aujourd'hui, on ne l'a jamais eue. Ça, il faut le reconnaître. Parce que vraiment, et si ça continue comme ça, je suis convaincu, impérativement, on va aller vers l'autosuffisance en riz. Au Sénégal, dans la filière riz, il faut compter sur le rôle de l'interprofession et du comité interfilière du riz. La filière, c'est une chaîne de valeur. Quand on dit chaîne, il y a plusieurs maillons. Et ces maillons, c'est quoi? C'est les différents acteurs qui interviennent, du début du processus jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? De la production à la commercialisation. L'interprofession est composée de 4 collèges. Un collège des producteurs, un collège des transformateurs qui transforment le paddy pour qu'il soit du riz blanc. Il y a le collège des fournisseurs et des prestataires de services. Il y a aussi le collège des commerçants qui se trouve au bout de la chaîne. Tous ces 4
collèges-là aujourd'hui ont des défis, des challenges. Parce qu'en fait, l'interprofession ne sera fort que quand ces collèges-là seront vraiment des collèges solides, bien animés et qui suivent au jour le jour une feuille de route qui permet à créer une synergie d'action et voilà, une animation au sein de ces collèges, renforcerait l'interprofession. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires dans l'interprofession, ce n'est pas des concurrents, ils sont tous des partenaires. Chaque maillon est important, aussi important que l'autre. Donc on doit être solidaire, on doit faire une animation commune, on doit se solidariser, socialiser nos efforts et avancer avec les partenaires que sont l'État par rapport aux objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, l'interprofession, le CIRIS, le gouvernement, à travers ces secteurs de l'agriculture et du commerce, ensemble, nous pouvons relever les défis. Le défi de l'autosuffisance. Techniquement, c'est tout à fait réaliste. On a les terres, on a l'eau, on a les producteurs expérimentés qui puissent le faire et on a un État engagé. Donc, techniquement, c'est possible parce que, avec l'option de ce nouveau programme, la double culture en irrigué, quand on fait, comme on avait fait les calculs, 70 000 hectares, 2 fois dans l'année, en 2017, ça fait 140 000 hectares. Si on multiplie par 6 tonnes, on est autour de 900 000 tonnes de paddy. Avec la contribution de Anambé, on est à 950 000 tonnes. Et quand on cultive 200 000 hectares dans le système pluvial, avec un rendement de 3 tonnes, on a 600 000. Donc, on est autour du 1 600 000 tonnes, qui est en tout cas la quantité nécessaire pour régler l'autosuffisance en riz. Donc, sur le plan des superficies, des techniques et de l'option, on l'a. Mais on a des difficultés au niveau de la mise en œuvre, surtout au niveau de l'organisation. Les producteurs et les différents responsables d'organisations paysannes dans la zone du fleuve Sénégal restent confiants. Je suis optimiste parce que tout simplement, je suis convaincu qu'on pourra le faire. Mais mon problème, c'est un problème de timing. Oui, c'est possible, mais pas en 2017. Ce spécialiste de la filière riz sort sa calculette. 130 000 hectares de terres emblavées pour les 2 saisons. C'était l'objectif pour 2016. Sur le terrain, c'est différent. Cette année, on devait faire 130 000, 65 000 en contre-saison, 65 000 en hivernage. En contre-saison, on a fait 43 000. En hivernage, on a fait 21 000. Ça fait 64 000. Donc, on n'a pas atteint 50% des objectifs d'emblavure. Et au niveau rendement, on avait dans le programme prévu un rendement de 6,5 tonnes. On est en deçà de 6 tonnes. Ça veut dire que si on fait le calcul, on est autour de 45% de réalisation pour le système irrigué. Et c'est ce système irrigué-là qui devait amener une contribution de 60% de l'objectif de 1 600 000. Si on prend le pluvial, on devait arriver en 2016 à emblaver 160 000 hectares. 160 000 hectares. On est autour de 120 000 hectares. En 2017, l'objectif, c'est d'arriver en pluvial à 183 000. Ça veut dire que, aussi bien en irrigué qu'en pluvial, on est très loin des objectifs qu'on s'était fixés. Sur le terrain, la situation est parfois compliquée comme ici. Avant tout, village Djadjfara. C'est le village Souloul. Donc on a dans le casier 140 hectares dont on a emblavé pour cette campagne 80 hectares. On n'a pas de bons aménagements. Quand on exploite, on n'a pas de performance escomptée par rapport à ça. Donc on a préféré exploiter les 80 hectares en riz. Mais aujourd'hui, les villageois doivent déchanter. Les 80 hectares n'ont rien donné. 3 fléaux se sont abattus sur leurs terres. Les insectes, des maladies bactériennes et les rats font d'énormes dégâts. Oui, absolument, c'est un dur combat. Hein. On s'attendait vraiment à peut-être avoir des attaques aviaires en fin de culture. Mais on s'est aperçu qu'il y a des attaques de rats, beaucoup d'attaques de rats. Donc, en plus de quelques attaques d'insectes.
Et c'est très pénible. Parce que vous avez vu cette parcelle-là, tout ce que vous avez vu des pieds qui ont jauni, c'est les rats qui ont cisaillé en bas. Et puis, il y a aussi les oiseaux granivores. En période de récolte, ils sont très nombreux et les paysans doivent chaque jour les chasser avec les moyens du bord. Pour atteindre l'autosuffisance en riz, on mise beaucoup sur la qualité des semences certifiées. Si on utilise de la semence, on a de bons rendements et un produit de qualité. Mais si on n'utilise pas de la semence, la qualité est mauvaise, mais le rendement aussi chute. Alors c'est pourquoi on fait beaucoup de publicité, en tout cas par rapport à l'utilisation de la semence certifiée. Un paddy ordinaire ne produit pas un riz de qualité. Et ça nous pénalise au niveau de la commercialisation. Dans ce centre de traitement des semences, on le reconnaît, les semences sont bien conformes. C'est devenu très rare de refuser des productions. Dans la région du fleuve, c'est le seul centre de traitement. En pleine saison, on traite ici 30 à 40 tonnes par jour. Mais si le pays augmente sa production, il faudra d'autres centres comme celui-ci. Une question fondamentale se pose. Est-ce que toutes les familles accèdent à ces semences? Un paysan qui n'a pas de moyens, il va partir dans son grenier, puiser la récolte de l'année passée pour faire des semences. Moi, dans le périmètre de Tivaouane, j'ai vu des paysans qui ont puisé à partir de leur grenier la production de l'année passée pour faire des semences. Ça, ce ne sont pas des semences, ça c'est tout venant. Moi, j'ai vu des paysans qui sont partis dans le marché hebdomadaire, acheter des paddies ordinaires, faire des semences. Ça, c'est un manque qu'il faut combler. Dans sa course pour atteindre l'autosuffisance, le Sénégal mise aussi sur la recherche, comme ici dans ce centre de l'IRSA, Institut sénégalais de recherche agricole. L'ISRA est en train de travailler sur des variétés qui ont été importées dans d'autres pays, comme en Corée du Sud, en Brésil, aux États-Unis, et ces variétés sont en train d'être testées, comparées à nos variétés locales pour voir leur adaptabilité par rapport à nos zones agroécologiques. Et parmi ces variétés, il y a une trentaine de variétés qui ont été sélectionnées parce que ces variétés donnent les meilleurs rendements. La productivité, c'est bien évidemment la priorité. La Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres irriguées du fleuve Sénégal, la SAED, est un organisme public. Il est censé avoir une vision précise sur toute la production de riz. Son secrétaire général est formel. Selon lui, les rendements tournent entre 7 et 12 tonnes à l'hectare. Le rendement moyen tourne entre 6 tonnes 5 et 7 tonnes. Mais il y a énormément de producteurs qui peuvent vous dire que j'ai eu 10 tonnes, 11 tonnes, 12 tonnes aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal. Combien de fois dans mes tournées, j'ai rencontré des producteurs qui me disent j'ai une parcelle de 0,5 hectares, j'ai 101 sacs de 80 kilos. Faites le calcul. Ça vous donne des rendements que je n'ose même pas déclarer. L'État sénégalais, à travers 2 grands plans d'investissement, le PRACA et le PNIA, a voulu dynamiser la filière riz et accélérer la cadence de production. Le PRACA, c'est 19 milliards de francs CFA dans les travaux de consolidation et de réfection des périmètres irrigués, dans la fourniture d'équipements d'irrigation, dans le financement de la production, dans la mise en place d'infrastructures de stockage et de commercialisation ou encore dans l'achat de tracteurs et de moissonneuses-batteuses.
Il y a quelques années, ces matériels agricoles-là nous venaient du port de Dakar. On ne savait même pas les marques qui allaient nous arriver. Aujourd'hui, les marques des engins, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses qui nous arrivent, ce sont les producteurs qui font le choix. Et l'État fait la commande. Aujourd'hui, ça, je pense que l'État est à l'écoute à ce niveau des producteurs. Parce qu'il y a quelques années, on recevait des matériels agricoles qui allaient à la ferraille sans entrer dans une parcelle de riz. Aux yeux de Saliou Sarr, certaines nuances doivent être apportées. On a plusieurs dizaines de tracteurs qui sont arrivés. Il y a plusieurs dizaines de moissonneuses qui sont arrivées. Mais le problème reste entier, il est là. Les tracteurs sont là, ils ne sont pas achetés. Les moissonneuses sont là-bas, ils ne sont pas achetés. Bien que l'État a fait un gros effort de faire une subvention de 70%. Mais dans la discussion, ils ne sont pas assez concertés avec les acteurs pour voir comment ce matériel agricole-là pourrait être pris par les paysans. Ils ont fait 70% et dit 30% tu payes cash, tu enlèves. Mais un tracteur équipé continue à coûter 16 millions. Pour payer 16 millions, il faut accéder au crédit bancaire. Donc, on n'a pas réglé la problématique de l'accès des petits paysans ou des organisations paysannes. Donc, voilà quelques difficultés qui font qu'on n'est pas arrivé. Au niveau de la commercialisation, des soucis existent. Ici, les femmes transforment le riz paddy. Il est décortiqué et les grains entiers sont séparés des brisures. Cette activité s'est professionnalisée. Auparavant, on n'avait pas un atelier de production. On se déplaçait de maison en maison, mais actuellement, quand même, on a ce complexe-là qui est construit, doté de décortiqueurs. Actuellement, on le fait pour nous-mêmes et on a un atelier où on travaille sans complexe et sans problème. Et on a des lieux où stocker quand même nos produits. En stock à la mi-novembre, 250 sacs de 50 kilos, soit 14 tonnes de riz prêts pour la commercialisation sur Dakar. On a des contrats avec des écoles qui ont des cantines scolaires, dans le cadre du GRDR, qu'on fournit au moins chaque 2 mois 2 tonnes pour les 4 écoles. Mais en plus de cela, avec les réseaux des femmes qui travaillent au niveau des villes de Dakar, par exemple les femmes de Rufisque, les femmes de Yen, les femmes de Sangalkam, nous font aujourd'hui une commande de 30 tonnes par mois. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau du prix. La coût de production ici au niveau local, les femmes de Podor, par exemple les femmes que nous encadrons, n'arrivent pas à vendre le sac de 50 kg à moins de 13 000 francs. Donc actuellement, on est dans le processus de négociation de prix. La double culture nécessaire pour assurer l'autosuffisance amène aussi des situations paradoxales au niveau de la commercialisation. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire leur récolte. La récolte de l'hivernage. Et le riz de condition, ça y est dans les magasins jusqu'à présent. Donc, une fois que l'autre riz vient, les commerçants peuvent dire, moi, je vais prendre le riz qui vient d'arriver. Donc, il y a un blocage. Ce riziculteur confirme, à la mi-novembre, il y a encore du riz en stock. Nous savons très bien qu'il y a le stock. Maintenant, s'ils ont besoin de riz, les importateurs ils ont besoin de riz, ils savent ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils devaient vraiment contacter les riziers en disant que vous avez des stocks. Oui, on a des stocks, vous avez combien de tonnes? On vous dit tant. Maintenant, quand vous versez de l'argent, on vous livre le riz. Donc il y a ça. Donc ce n'est pas eux, peut-être ils sont pressés peut-être. Mais nous, quand il y a le stock, on ne fait qu'attendre le commerçant. Mais si le commerçant ne vient pas, nous restons là. Le ministère du Commerce doit organiser entre les producteurs et les commerçants, discuter, voir comment on signe le contrat. Avant d'aller en campagne, je vais savoir que j'ai 700 hectares, je vais me retirer tout le riz que je vais produire est déjà acheté. C'est comme la tomate. Aujourd'hui, je vais aller en campagne tomate, je démarre dans la semaine. Et l'ensemble de surfaces que je vais envelopper en tomate est déjà acheté.
Nous sommes au ministère du Commerce. Cette réunion du comité de régulation du riz est importante. Elle rassemble autour de la table des riziculteurs, des commerçants, des grossistes, des représentants de la Banque nationale et de la Caisse nationale de crédit. Certains importateurs sont présents. En voici un qui est incontournable. C'est le plus gros importateur du Sénégal. Au sein de ce comité de régulation sur le riz, le ministre du Commerce joue la carte de la transparence. Un protocole a été signé en août 2016. Tous les signataires s'engagent à valoriser les productions locales de riz et à travailler sur 2 leviers. Le premier, c'est le renforcement du marché intérieur. Mais 2 obligations appliquées aux importateurs d'acheter le riz local. Tant qu'il y a du riz local, naturellement, on n'importe pas. En toute transparence, le ministre a voulu vérifier le bon fonctionnement et partager les informations sur le nombre de tonnes à vendre. Pour certains contrats, les banques se sont engagées avec les importateurs présents. Mais certaines tensions sont bien palpables. Exemple avec la rumeur de pénurie de riz qui circulait au moment de la tenue de cette réunion du comité de régulation. Rumeur largement démentie, car dans la région du fleuve, les stocks sont là. Cette désinformation profite évidemment à certains importateurs et commerçants. Importer du riz est plus facile et surtout plus lucratif et tous les moyens pour y arriver sont bons. Malgré tout, le ministre du Commerce semble confiant. Nous disons qu'il faut qu'ils soient des patriotes, naturellement, et nous les avons aussi conseillé d'aller vers la production et la transformation. Parce qu'on ne peut pas aussi vivre dans un pays qui ne vit que d'importation. Sinon, c'est en permanence une balance commerciale déficitaire et on ne crée pas de valeur ajoutée. Donc, le conseil que je donne, c'est naturellement d'accompagner cela. Et il faut se féliciter vraiment de la démarche de nos importateurs, qui est une démarche vraiment très citoyenne. Et ils participent activement. Ils ont pris un engagement d'acheter même la production qui n'est pas encore sur le marché. Et donc, c'est une très, très bonne chose. Aujourd'hui, une même voix se fait entendre. Saliou Sarr la résume bien. Le gouvernement a fait beaucoup de choses, mais on est en train de pêcher dans l'organisation, la méthode, avec les acteurs pour prendre tout ça, s'arrêter un moment, regarder les hypothèses, évaluer, regarder là où il y a des problèmes et comment trouver des solutions pour avancer. Au sein des organisations paysannes comme la Fédération des périmètres irrigués, on réclame encore plus d'écoute de l'État à l'égard des producteurs. Par ailleurs aussi, il faut que l'État accompagne davantage les organisations paysannes dans leurs ensembles. Parce que les organisations paysannes font du service public, absorbent le chômage. Parce que l'agriculture est le premier secteur qui prend les emplois. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, dans cette vallée du fleuve Sénégal, il y a très peu d'émigrés. Beaucoup de jeunes qui leur donnent un billet d'avion, ils ne partiront pas. Parce qu'ils pensent que là-bas, ils ne gagneront rien. Alors qu'aujourd'hui, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Parce que ce sont des producteurs. Et ils sont fiers de l'être. Parce qu'ils contribuent à s'autosuffire en alimentation et à nourrir les autres. Sans oublier l'implication des femmes. Elles ont une application importante parce qu'elles mettent la main à la pâte. Et malheureusement, les femmes, elles n'ont pas assez de terre. Vous allez dans chaque village, un groupement de femmes n'a pas plus d'1 hectare. Donc elles sont obligées d'être des ouvrières agricoles pour aller désherber, récolter, etc. Or, si on attribue des parcelles aux femmes et aux jeunes, on peut arriver facilement à l'autosuffisance. Sans problème. Le Burkina Faso, autre pays de l'Afrique de l'Ouest, lui aussi producteur de riz, il assure actuellement près de 47% de la consommation nationale. Le potentiel est bien présent. Au niveau du Burkina aujourd'hui, on sait qu'on a un grand potentiel de production qui n'est pas encore exploité. Je pense que les chiffres donnaient un potentiel de presque 800 000 hectares. Mais aujourd'hui, bas-fonds comme périmètre irrigué confondu, on n'est pas à 200 000 hectares. Donc ça veut dire qu'on a encore un grand potentiel de production non encore exploité. Comme dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, 2008 a été l'élément déclencheur de l'intervention de l'État dans la filière riz. Il fallait assurer la sécurité alimentaire, mais aussi la stabilité politique. Je pense qu'aujourd'hui,
au niveau là même des exploitations, nous voyons une nette évolution. Alors avec l'aide du gouvernement, alors, dans les années depuis 2008, en venant à nos jours, on était à des rendements de 2 à 3 tonnes. Maintenant, aujourd'hui, nous avons atteint des rendements de 5 à 6 tonnes. Aujourd'hui, les petits producteurs aujourd'hui se débrouillent mieux et se permettent même, en tout cas aujourd'hui, nous permet de payer vraiment la même, nos enfants, les scolarités, grâce la même à notre production. Alors, parce que ce qui n'était pas possible bien avant. Au niveau des acteurs, il y a eu aussi, on va dire, une certaine évolution, parce qu'il y a eu un renforcement de l'organisation des acteurs, notamment les producteurs, les transformateurs, les femmes tiveuses. Tout le monde se retrouve au sein de l'interprofession aujourd'hui. Au Burkina Faso, les temps ont changé. Comme au Sénégal ou au Mali, le consommateur se tourne de plus en plus vers le riz local. Aujourd'hui, dans les centres urbains comme Ouaga, on est à peu près à 50 kg par personne et par an, et environ 10 à 14 kg par personne et par an dans les milieux rural. Alors que dans le temps, comme vous le savez, le riz c'était juste pour la fête. Cette présidente nous explique qu'elle est fière d'avoir cette production de riz. Ce riz de qualité va lui permettre de payer la scolarisation de ses enfants. Elle va pouvoir assurer la consommation domestique et avec les bénéfices, elle pourra intervenir dans d'autres frais grâce à la vente de la production. Cette restauratrice travaille depuis 20 ans. Elle apprécie le riz local. Elle travaille avec 2 types de riz, le local et le riz importé. Le riz local s'est amélioré notamment pour la cuisson. Il a du goût, ce qui n'est pas le cas avec le riz importé. Mais c'est le client qui fait son choix. S'il y a encore des cailloux dans le riz local, il sera découragé et la restauratrice ne pourra pas s'y retrouver financièrement. D'où l'idée d'un système de contrôle de la qualité. Les producteurs devraient pouvoir répondre à un cahier des charges bien précis. Il faut mettre en place un système de contrôle performant pour permettre que chaque riz qui arrive ne passe que si vraiment il répond à tous les critères qui ont été retenus. Voilà, donc là, en ce moment-là, on pourra avoir un label riz étuvé, par exemple de la zone ouest, peut-être. La dénomination est encore à chercher, mais l'expérience, des études sont en cours et pour la mise en place d'un tel centre, pour aider les femmes étuveuses à produire et offrir un riz avec un seul et même label. Mais pour l'instant, l'expérience va se faire dans la zone ouest, pour voir comment ça va marcher. Tous les acteurs sont concernés par cette question de qualité. Donc c'est une question d'information, de sensibilisation. Et également, nous faisons en sorte d'impliquer les consommateurs pour qu'il y ait des retours d'information. Là où on est satisfait, là où on ne l'est pas, ça permet de corriger les insuffisances. Voilà. Et puis enfin, nous sommes en train de rédiger une charte pour la qualité. D'une manière générale au Burkina Faso, la qualité du riz s'est améliorée. Aujourd'hui, par exemple, avec l'appui des différents partenaires, il y a des centres d'étuvage un peu partout à travers le pays qui sont en mesure d'offrir des produits de très bonne qualité. Au niveau ça c'est pour le riz étuvé. Au niveau du riz blanc, il y a également, avec l'appui des différents partenaires, des unités de transformation de riz blanc
qui ont été installés et qui offrent aujourd'hui un riz de meilleure qualité. Vous allez voir qu'au niveau de l'emballage, au départ, le consommateur burkinabé reprochait aux acteurs de la filière de ne pas présenter le riz dans des emballages attrayants. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une plus grande diversification. Au Burkina Faso, au niveau de la transformation, les étuveuses, elles, sont près de 16 000, occupent une place importante. Ces transformatrices rencontrent encore des difficultés. Cette étuveuse nous explique les difficultés rencontrées. Il y a le manque de disponibilité d'argent pour acheter le paddy au moment où il est le moins cher sur le marché. Et puis même si on trouve le riz paddy sur le marché, il arrive qu'à une certaine période, il soit cher. Et quand on doit le faire venir jusqu'ici, les étuveuses ne font pas de bénéfices. Autre souci pour les femmes, le matériel d'étuvage n'est pas adapté. Cette présidente nous explique les difficultés rencontrées. Elle souhaiterait obtenir des moyens financiers afin d'entretenir le bas-fond. Elle souhaiterait aussi avoir un crédit pour assurer les travaux d'entretien et acheter les intrants. À ses yeux, les structures d'appui pourraient aider les femmes au niveau de l'irrigation du bas-fond. Au Burkina Faso, les femmes se sont également organisées pour défendre leur voix auprès des différentes instances. Donc il y a une évolution et elles ont créé une union nationale en 2010. Et cette union nationale donc, qui est donc l'instance représentative de toutes les femmes étuveuses du Burkina, qui est capable d'aller à des négociations, qui est capable de défendre les intérêts de ce maillon aussi de la filière riz et qui est représentée donc au sein du comité interprofessionnel. Avant, à la création du comité interprofessionnel, les femmes n'étaient pas représentées. Et c'est là l'intérêt de l'interprofession, la raison d'être de l'interprofession. Faire en sorte justement que les acteurs regardent dans la même direction. Ils regardent l'intérêt de la filière. Voilà. Et pour savoir ce que les gens, chaque groupe d'acteurs disait avant l'interprofession, mais c'était véritablement des accusations. Chacun tirait la couverture de son côté pour dire que c'est l'autre qui est à la base des difficultés de la filière. Les producteurs accusaient les transformateurs. Et tantôt, c'est les commerçants qui sont sur le banc d'accusation. Voilà. C'est-à-dire qu'avec l'éloignement, avec le manque de concertation, personne n'est au courant des problèmes des autres. Voyez. Maintenant, avec l'interprofession, nous avons fait en sorte qu'il y ait des rapprochements. Que chaque groupe d'acteurs comprenne comment l'autre travaille, quelles sont ses difficultés. Et en définitive, on s'est rendu compte que il faut plutôt œuvrer à la complémentarité. Parce que c'est l'intérêt de la filière. Voilà. Donc, avant l'interprofession, c'était des accusations. Même au moment quand on a mis en place l'interprofession, à ses débuts, c'était toujours ça. Mais au fur et à mesure qu'on progressait, au fur et à mesure que la concertation apportait ses fruits, et naturellement, la compréhension s'est beaucoup améliorée. L'État a décidé de soutenir la filière riz en réalisant des achats institutionnels. C'est une façon d'encourager la production nationale. La Société nationale de gestion des stocks, la SONAGES, est chargée d'assurer une régulation du marché. Il faut que notre riz soit pris en priorité. La preuve que je dis, on est en train de faire un plaidoyer pour que les cantines scolaires, là, les prisons, les hôpitaux et l'armée puissent prendre le riz national. Si l'État accepte de nous donner tous ces marchés-là, ça va nous permettre d'augmenter la production de riz et ça va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Parallèlement à ces achats institutionnels, l'État importe encore des quantités importantes de riz pour couvrir la demande nationale. Et cette importation handicape encore la production nationale. Autre aspect, l'implication des jeunes et des femmes. Au sein du comité interprofessionnel du riz, on nourrit quelques projets. Question de la transformation, nous pensons à faire en sorte donc
d'avoir des produits diversifiés à base de riz. Imaginons un jour que dans les kiosques de Ouaga, de Bobo, de Koudougou, Banfoura, etc., il puisse y avoir des kiosques qui proposent donc des produits du riz. Des guets de riz, biscuits à base de riz, pain à base de riz, etc., etc. Ça, les jeunes sont très à l'aise pour animer justement et gérer ces kiosques-là. Vous voyez, ils trouveront leur compte. Ça, c'est le côté des jeunes. Et je pense que dans notre programme, nous sommes en train de travailler justement pour concrétiser ça, cette vision que nous avons pour les jeunes. Et pour les femmes, c'est la même chose. Les jeunes vont vendre, mais les femmes vont faire de la transformation. C'est elles qui vont s'occuper de la... Pour l'instant, elles sont beaucoup plus dans le riz étuvé. Mais ça, ça ne peut pas aller trop loin. Voilà, ça ne peut pas aller trop loin. Nous sommes conscients. Nous voulons qu'en plus du riz étuvé, elles fassent également autre chose. Toujours dans le riz. Et les jeunes vont se charger de vendre. Jeunes filles comme jeunes garçons vont se charger justement de faire la commerce. Voilà, ça, c'est un programme très ambitieux pour nous. Autre escale au Mali, un pays grand producteur de riz, et là, l'autosuffisance est toute proche. Si nous prenons le cas du riz, par exemple, au Mali, aujourd'hui, le Mali est à peu près à 93% autosuffisant en production de riz. Et le potentiel est énorme. Seuls 25% des 2 200 000 hectares de terre sont aujourd'hui exploités. Et le Mali, c'est une grande nation. On a une chance, c'est qu'avec la riziculture, on peut relever facilement la dette sans beaucoup de peine. On peut. Pour la filière riz, l'État a joué un grand rôle en lançant le programme Initiative Riz. Un programme qui voisine les 35 milliards de francs CFA. C'était une réponse à la crise alimentaire. Bon, avec la crise en 2008, ça c'est la crise rizicole, que tout le monde a senti cette crise. L'État a décidé, compte tenu de l'importance du riz dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, l'État a décidé de mettre en place un grand projet qu'on appelait Initiative Riz. Et ce projet était basé sur les intrants. Il fallait mettre à la disposition des producteurs les intrants nécessaires pour bosser la production. Il s'agissait des engrais minéraux, des engrais organiques et de la semence. Donc pour ça, tous les systèmes de riziculture au Mali ont bénéficié de cette subvention. Qu'il s'agit du riz irrigué avec maîtrise totale de l'eau, qu'il s'agit du riz pluvial et même du riz d'immersion contrôlée. Tous les systèmes rizicoles ont bénéficié de cette subvention. Et cette subvention a permis de booster la production du riz. La production, de toute évidence, a été largement encouragée avec l'apport de la mécanisation. En zone irriguée, les rendements voisinent les 6 à 8 tonnes à l'hectare et puis on a aussi utilisé des semences certifiées. Déjà, les producteurs commencent à intégrer des opérations de bonnes pratiques post-récolte. Parce qu'ils savent bien que la qualité du riz dépend de la qualité du paddy. Donc, depuis au champ, et comment trouver des bonnes semences et des variétés qui sont aimées par les consommateurs. Depuis au champ, les gens savent que si je mets telle variété en culture, et au moment de la vente, j'ai un prix meilleur. Et pour que le riz transformé soit de bonne qualité, il faudrait que le paddy soit telle qualité. Les gens essayent de mettre déjà en pratique ces règles qui doivent être prises en compte pour qu'on ait du paddy de bonne qualité.
À travers l'initiative riz, l'État malien a prioritairement subventionné l'achat des intrants. L'utilisation des engrais était très faible dans la zone au fils du Niger et dans quasiment toutes les zones de production. Selon certaines études encore, le Mali et les autres pays africains utilisent 4 à 8 fois moins d'engrais que les pays occidentaux. Donc les rendements sont handicapés parce que la plante souffre de malnutrition, si je puis dire. Donc l'initiative riz, c'était comment baisser le coût des engrais. En gros, passer de 25 000 le sac de 50 kg à 12 500. Actuellement, c'est même 11 000 francs le sac. Pour les producteurs, cette subvention est positive. Reste la question de la commercialisation et là, il y a des difficultés. Bon, nous, producteurs, on se sent toujours un peu insuffisants puisque la production que nous faisons, alors l'écoulement des produits n'est pas aussi bien organisé puisque la production quand même est là, mais souvent l'écoulement est un problème. En réponse, l'État a voulu encourager les achats institutionnels via son Office des produits agricoles du Mali, l'OPAM. Il y a des achats institutionnels, alors que l'OPAM vient à nous, alors il y a plus de 2 ans de cela, on discute sur le prix, ça permet de régler le marché. Alors quand on tombe d'accord, alors quand ils veulent acheter le riz à 290 francs, ou 95 francs, tu trouveras que le marché va à 300, 305, 310 francs. Donc c'est une régulation pour nous, l'achat institutionnel. Et on demande à l'État malien que cela continue aussi. Les achats institutionnels, c'est notre combat maintenant, voir comment on peut amener l'État à acheter du riz avec les producteurs au lieu d'acheter du riz importé. Le Sénégal a emboîté le pas, est en train d'œuvrer dans ce sens. La Côte d'Ivoire aussi. Aujourd'hui, ils sont en train de réduire l'importation de 4%. Ça fait plus de 1 million de tonnes qu'ils gagnent comme ça au niveau de leur pays et ça permet de booster la production au niveau du pays. Et quand on me dit que le coton fait rentrer des devises, moi je dirais si on importe du riz, on exporte les devises. En fait, l'État malien a appuyé la production, mais au même moment, l'incohérence des politiques publiques, au même moment, c'est l'État qui accorde même des subventions. Si je dis subventions, quand tu renonces à des taxes pour que certains continuent à importer du riz. Ça, c'est l'incohérence totale en matière de politique. Si je prends un pays comme le Sénégal qui est un petit producteur de riz, la seule production de la zone au fil du Niger dépasse la production du Sénégal, mais le Sénégal a décidé de réguler l'importation du riz. Ils ont dit qu'il faudrait qu'il y ait un moment que nous, on ait le temps de mieux écouler notre production locale avant d'autoriser l'importation. Ils analysent, ils regardent quelle est la capacité de production de nos producteurs et quel est le besoin de la population. Et après ça, le reste, on autorise. Mais au Mali, ce travail, on ne le fait pas. L'initiative riz au Mali a permis d'insuffler une dynamique au sein de la production. Mais d'autres mesures sont à prendre. Des mesures qui pourraient aussi faciliter la commercialisation et donc freiner l'importation de riz. Trop peu a été fait dans tout ce qui est infrastructure de stockage, tout ce qui est dans le séchage du paddy de façon industrielle et surtout dans la transformation. Il n'y a pas d'unité massive, industrielle, moderne qui sont vraiment sorties de sol de l'initiative riz, cette initiative publique. Maintenant, c'est certains acteurs du privé à travers des mini-rizeries, certains maintenant à travers des rizeries même, qui sont en train de moderniser l'outil de production. Donc tant qu'on ne rentre pas dans le stockage, qu'on puisse vraiment juguler ce problème de spéculation, ça c'est un. Ensuite, la transformation, ça vient avec l'accès à la moyenne tension, l'accès aux routes et aussi l'emballage. On fait l'emballage, c'est bien, c'est joli, c'est certifié. Donc un système
de gestion de la qualité aussi. Les producteurs ne sont pas des commerçants. Donc, comment établir des relations commerciales durables et inclusives entre les producteurs et les secteurs privés? VECO travaille beaucoup sur ces questions. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs du riz local au Mali, c'est comment assurer la compétitivité de ces riz-là. Le riz local est bien aimé, prisé, c'est du riz frais, le goût est bien, mais en fait, la présentation de ces riz souvent pose problème. Tu vois, les femmes souvent ont des problèmes, et les gens n'ont pas beaucoup de temps, et les gens ils prennent du riz importé, ils disent bon ok, nous pouvons cuisiner rapidement ces riz. Bien vrai que la qualité de ces riz laisse à désirer, mais nous devons travailler à ce qu'on ait du riz local qui arrive à être présenté aussi sur ces aspects que les femmes qui cuisinent à la maison aiment. Une piste avancée, c'est de profiter de l'avantage comparatif qu'a le Mali et de valoriser les variétés qui sont très spécifiques. Ainsi, le Mali pourrait devenir un grenier à l'échelle mondiale. Quand tu dis à une personne lambda qui a du riz qui vient d'Afrique, il sera surpris du type de riz qui vient d'Afrique. Il sera surpris des variétés, des saveurs, des couleurs, des textures. On a du riz rose de Tombouctou. On a des riz qui sont un peu plus foncés, qui viennent de la boucle, dans le bassin de Mopti, dans le delta de Mopti. On a des variétés de riz jaune dont nos parents nous ont tous parlé à une époque. Quand ils étaient petits, il y avait un riz qui sentait tellement bon que dès qu'on cuisinait ça, c'est toute la maison qui était emparfumée. Ces riz ont disparu, on a tous tendance à consommer un riz qui est comme blanc, grain moyen ou long grain, qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'histoire. Donc, dans quelques années, si vraiment on peut valoriser les produits de notre terroir, valoriser notre avantage comparatif, valoriser ce que la nature nous a donné, ce que l'histoire nous a légué, ce que notre culture nous offre, pour aller à la conquête du monde et dire venez découvrir l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas que la musique et la danse. L'Afrique, ce n'est pas que les matières premières. L'Afrique, ce n'est pas ce Eldorado où on peut aller gagner de l'argent ou le futur. Ce n'est pas ça en fait. L'Afrique, c'est de la nourriture, c'est de la gastronomie. Et à travers nos variétés de riz, on peut vraiment rentrer dans l'assiette des gens, que ce soit dans du sushi, que ce soit dans des risottos, que ce soit dans des tchèbs. Il y a plein de choses qu'on puisse faire, mais il faut que nous, on soit conscients que notre but, ce n'est pas que de cultiver du nérika qui est résistant au stress hydrique, qui est précoce, mais qui n'a aucun goût. Et une fois qu'on amène du riz asiatique ou du riz d'Amérique latine archi compétitif, c'est que sur le prix qu'on peut compétir. Alors que nous, on veut compétir sur l'histoire, sur le goût, sur la texture, sur l'impact. C'est qui est derrière? Ce n'est pas des multinationales. Chaque kilo de riz que nous mangeons, c'est une famille. C'est une famille qui est derrière. D'ici quelques années, les pays producteurs de riz vont atteindre l'autosuffisance. Ils voudront exporter pour améliorer la balance commerciale. Le riz sera comme le pétrole de l'humanité dans 20 ans. Et le Mali a les potentialités qu'il faut pour être à l'avant-garde. Au Sénégal, il y a plus de 1 million de tonnes qu'ils importent. En Côte d'Ivoire, ils ont plus d'1 million de tonnes qu'ils importent. Pourquoi nous n'irons pas prendre ces marchés-là? On peut. Le riz qu'on a, les Gambiaka, c'est la meilleure variété. Et les Sénégalais, s'ils veulent du riz brisé, on peut avoir des unités de transformation, leur produire du riz brisé et leur vendre ça. Pourquoi pas? Et je pense que c'est au Mali, aux autorités. Le tout n'est pas dans les discours, il faut aller dans les faits. Il faut travailler en synergie et il faut travailler de façon complémentaire. Le Sénégal, par exemple, produit un riz indigène parfumé. Au Mali, on ne produit pas de riz parfumé. Donc, est-ce que le Malien va dire pour rattraper les Sénégalais, on doit faire 50 000 hectares de riz parfumé? Ou est-ce qu'on va laisser le Sénégal se spécialiser dans ça et nous spécialiser dans d'autres variétés
et qu'on se coordonne entre nous pour aller à la conquête du monde et qu'on puisse offrir une gamme archi variée, archi complémentaire de produits. Que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et même dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, la filière riz offre de belles perspectives de développement économique. C'est une filière hautement stratégique, aux États de saisir toutes les opportunités. Les défis sont connus et identifiés. Des mesures sont donc à prendre au niveau de la sécurisation de l'accès aux fonciers, mais aussi aux équipements, aux crédits et aux semences. Les États doivent encore renforcer toute l'aide technique et de conseil aux producteurs. La recherche doit mieux rencontrer les besoins des exploitations familiales. Il faut encourager la promotion du riz local et améliorer le marketing. Et enfin, il faudrait que les États travaillent beaucoup plus avec les instances régionales comme l'UEMOA ou la CEDEAO. Le riz pourrait alors devenir le pétrole de l'Afrique de l'Ouest.